Popper. Gaston Bachelard nous dit qu'il y a des obstacles épistémologiques. Qu'est-ce qu'il nous dit? La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Vous savez, c'est la blague de la personne qui est en train de chercher sous un... Qui est en train de... Il y a de l'ombre en plus dessus. La personne qui est en train de chercher sous un lampadaire, il y a un ami qui lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: je cherche mes clés, tu les as perdues là. Non, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. À partir du moment où il y a un endroit qui est éclairé, ça veut dire qu'il y a un jeu d'ombre. La connaissance du réel n'est donc jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. On a un peu toujours un train de retard sur la compréhension et la connaissance du réel. On ne l'a pas a priori, mais par définition, on ne peut que constater qu'on aurait dû penser ça et que c'est ça qui s'est passé. La pensée empirique est claire après coup, quand l'appareil des raisons a été mis au point. En revenant sur un passé d'erreur, on trouve la vérité en un véritable repentir intellectuel. C'est en se trompant qu'on peut aller constater qu'on s'est trompé, comment on s'est trompé, pourquoi on s'est trompé. Ici, le terme de renseignement, parce que c'est le terme de peinture. Quand un peintre a décidé d'effacer un truc qu'il avait peint et de repeindre par-dessus différemment, c'est ce qu'on appelle un repentir. Donc là, ici, il ne faut pas le voir comme une marque de culpabilité, mais il faut le voir comme une forme de j'ai changé, je vais produire un nouveau travail ici. Pas de la contrition morale religieuse. En fait, on connaît contre une connaissance antérieure en détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle à la spiritualisation. Spiritualisation n'a pas de connotation religieuse, mais on est sur les questions de l'esprit. Mais la phase importante, c'est de voir qu'on connaît contre une connaissance antérieure. L'extension de la connaissance se fait toujours à minima, sans forcément la détruire, par le constat qu'elle était incomplète. Il fallait ajouter quelque chose, en détruisant des connaissances mal faites. Si on fait quelque chose de mieux, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y avait quelque chose qui était mal fait, ou qui n'était pas fait suffisamment, ou qui était fait avec des faiblesses, ou qui n'était pas allé assez loin. L'idée de partir de zéro pour fonder et accroître son bien ne peut venir que dans des cultures de simple juxtaposition où un fait connu est immédiatement une richesse. Il fallait qu'on ignore vraiment beaucoup de choses. Mais devant le mystère du réel, l'âme ne peut se faire par décret ingénu. On ne peut pas faire comme si on ne savait rien et qu'on ne pensait rien et qu'on n'avait jamais eu une quelconque pensée, émotion, affect lié avec ce dont on parle. Il est alors impossible de faire d'un seul coup table rase des connaissances usuelles. Petite référence à Descartes. Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. Ça, c'est important. Plus on croit savoir clairement, plus on peut s'empêcher de voir et de savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux, il a l'âge de ses préjugés. On n'entre pas dans un sujet de recherche, dans un phénomène empirique, face à un cadre conceptuel, de manière vierge. On a l'âge de nos préjugés sur ce sujet, sur ce phénomène. Donc en fait, notre esprit est toujours très vieux. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir. C'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. La science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose absolument à l'opinion. Là, on va arriver sur des citations que normalement vous avez déjà entendues. S'il lui arrive sur un point particulier de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion. De sorte que l'opinion a en droit toujours tort. Ça n'est pas parce que la science dit quelque chose qui finalement ressemble à l'opinion de quelqu'un que quelqu'un peut se sentir validé par la science. Ce n'est pas parce que vous dites qu'il est midi et que quelqu'un qui ne sait pas quelle heure il est dit qu'il est midi que scientifiquement vous avez validé son opinion de l'heure qu'il est. Ça ne lui donne pas raison scientifiquement. Il y a juste une proximité sémantique temporaire. L'opinion pense mal. Elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance.
Donc l'opinion se présente sous la forme apparente de connaissance. Elle s'exprime d'un point de vue linguistique, d'un point de vue du langage, de la même manière que la connaissance, mais elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance. Ça, c'est très important, par exemple, pour comprendre nos amis complotistes dont on a parlé hier. Et la question, c'est qu'en fait, cette apparence de connaissance est en fait un besoin qui a été traduit dans des connaissances, mais qui est en fait une opinion. En désignant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. Il ne s'agit pas de muscler, modifier, amender, améliorer votre opinion. Il faut la détruire et reconstruire. Et si jamais après la reconstruction scientifique, il y avait une proximité apparente entre ce que vous pensiez avant et ce que vous avez établi maintenant, ça n'est qu'un hasard de proximité, ça ne valide pas l'opinion que vous en avez avant. Il ne suffirait pas, par exemple, de la rectifier sur des points particuliers en maintenant comme une sorte de morale provisoire, une connaissance vulgaire provisoire. Il ne s'agit pas de commencer à bricoler avec son opinion en se disant qu'on va la renforcer de l'intérieur grâce à la science. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Ici, c'est hyper important parce que ça veut dire que si vous suivez l'éthique scientifique, il y a plein de sujets, si vous ne savez pas, vous devriez vous interdire d'en parler. Ce qui veut dire qu'il est impossible de faire le journalisme de base ou l'influenceur sur un sujet. Parce que si je n'ai pas une compréhension claire du problème, ça veut dire que je ne dois rien en dire. Ou alors exprimer de façon très claire le fait que je ne suis tellement pas un expert sur le sujet qu'en fait, je ne devrais pas m'autoriser à prendre la parole. Le danger des tautologues. Vous avez des gens qui viennent, alors évidemment les éditorialistes, ils viennent parler de tout, mais à la limite, il n'y a pas marqué scientifique en dessous de leur nom quand on indique qui ils sont à la télé, mais vous avez des gens qui viennent parler de tout. Alors souvent, il faut qu'ils aient un titre un peu vague. On les appelle philosophes en général, quand on ne sait pas. Mais vous avez des gens qui viennent s'exprimer sur absolument tous les sujets. Il faudrait pas, à ce moment-là, il faudrait se présenter avec cette expression très française de l'intellectuel. Ça, mettons, on ne vous a pas positionné dans la science. Vous ne venez pas vous exprimer au nom de la science et du travail scientifique que vous développeriez. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la marque véritable d'un véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne voit de soi, tout est donné, tout est construit. Alors, rien n'est donné, tout est construit. Il ne faut pas y voir un constructivisme radical de Bachelard. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de question naturelle qui émergerait et qui se poserait objectivement, indépendamment de l'intervention de quelqu'un qui formule des questions scientifiques. Et donc, il y a une construction de ce côté-là, parce que l'étape première, une fois qu'on a sauté l'obstacle scientifique, l'obstacle épistémologique de l'opinion, l'étape première dans le travail va être d'être capable de formuler un problème. Gaston ne nous dit pas derrière étape 1, étape 2, recette de cuisine pour formuler un problème, mais on a cet impératif premier qui demande aux scientifiques d'assumer déjà un premier acte de création qui n'est pas un acte objectif, naturel, évident, qui est la formulation d'un problème dont il va falloir déjà expliquer pourquoi est-ce que vous l'avez formulé comme cela et pas autrement. Donc en fait, le point de départ est déjà un acte créateur dont il faudrait nécessairement pouvoir rendre compte.